On va voir. J'avoue que je suis un peu... je suis un- Née en Tarentaise, dans les Alpes du Nord, Camille se dit activiste. Elle voulait devenir juge pour enfants. Aujourd'hui, pour elle, c'est Sciences Po. À 15 ans, elle fait tout pour aller dans un centre de réfugiés à Calais. Non mais alors, écoute, t'as 15 ans, donc t'es bien mignonne, mais t'es ni médecin, ni juriste, donc ça sert un peu à rien. Une seule ONG accepte. Ok, mais pourquoi faire ? Donner des cours de français, à faire de l'art avec des réfugiés. Sa première en tant qu'activiste, c'est en Erasmus, en Finlande. Avec 5 camarades déjà très engagés, elle intègre la lutte contre la déforestation impactant les peuples autochtones. C'est la première petite victoire. Donc je crois que c'est là où j'ai pris goût, je me suis dit, ah mince, en fait ça marche un peu quand même, il va falloir faire d'autres choses. Au premier confinement, elle fait le buzz sur YouTube. Il va nous falloir être une génération intranquille, consciente et indignée. Qu'on soit plus que quelques-uns à être écolo. Drôle de case dans laquelle on a rangé ceux qui amassaient la vie pour se battre pour elle. Acteur de sa vie, premier rôle et scénariste. À 14 ans, Pascal veut devenir casque bleu après un reportage à la télé. Je veux faire ça, je veux faire ce genre d'action. Chasseur alpin à 20 ans, il s'engage, part au Liban et met volontairement sa vie en danger. J'ai l'impression d'être né au Liban. Et la guerre dans tout ça. Je veux pas aller dans un pays en guerre pour faire la guerre, j'ai pas envie de tirer sur qui que ce soit. Retour en France, il s'ennuie à mort. Il devient artiste et sa seule envie, repartir. Tellement je l'aime cette vie que je voulais pas... Je suis prêt à la risquer. Il fonde en 2019 Arsitu pour témoigner de l'impact de l'homme et sur la planète, et ça, avec ses œuvres. Portrait de Camille Etienne, surnommée la Greta Thunberg française, et Pascal Desjardins, l'artiste témoin du monde. Change Maker, individu qui entend contribuer à changer les choses pour notre monde de demain et inspirer les autres à faire de même. Certains se disent écolos, militants ou encore combattants. Tout cela ne serait-il pas une forme d'activisme ? J'ai mis longtemps à me considérer comme activiste parce que... je crois qu'on met une étiquette comme si du coup il y avait des activistes et puis les autres. Je sais pas, un activiste, déjà, c'est un mot bizarre. Il se passe des décisions, on les trouve parfois injustes, parfois nous intéressent pas, mais quand on prend le temps de se renseigner, on a forcément, ça nous fait quelque chose. Activiste, je sais pas. Non, je suis en train de réfléchir, activiste... Vraiment, l'activisme, on en a une image très cliché parce qu'on a l'imaginaire historique autour de la Révolution française et de ces grands moments de l'histoire où on a fait tomber des murs, on a construit des barricades, on a manifesté, surtout en France où quand même cette culture de la manifestation, de la grève est assez présente. Donc aujourd'hui, on attache les activistes à ceux qui font les marches, à ceux qui vont aller taguer les magasins et éteindre les lumières. C'est une manière d'être activiste. Et être activiste, c'est se dire je vais faire ce que je peux aujourd'hui, en fonction de mes talents, de mon temps, de mon énergie, de ce que je sais faire, pour que cette idée existe dans la réalité et qu'elle devienne performatrice. Je suis pragmatique. Pragmatique, qui accorde la première place à l'action, à la pratique. Pragmatique et puis acteur. Mais activiste, non, je sais pas. Mais je veux bien si ça me permet d'être bien vu puis d'être gentil. Il y a quelque chose d'assez malsain dans l'idée d'être uniquement activiste et d'être défini par ça. Je ne veux pas du tout que ce soit un métier, parce que même si aujourd'hui j'essaie de trouver des moyens de me rémunérer un peu là-dessus pour pouvoir y dégager le plus de temps possible et donc faire des conférences, des cours, ce genre de choses, c'est hyper important pour moi que ça puisse rester pas une manière de me rémunérer, parce qu'en fait sinon il y a un peu un truc bizarre où on a presque intérêt à ce que ça ne s'arrête pas parce qu'on existe par ça et que dès qu'il y a une catastrophe naturelle, on va plus en parler, donc on va être plus invité sur les plateaux. Donc en fait j'ai pas envie de pouvoir me réjouir du fait que ce soit un truc à la mode et qui marche. J'aimerais bien que dans 10 ans on n'ait plus besoin. Évidemment ce ne sera pas le cas je pense, mais
qu'on n'ait plus besoin de ça, quoi. Le travail de terrain est indispensable aujourd'hui pour infléchir la courbe. Mais l'action est-elle opposable à la réflexion? Dans le social ou partout, il y a toujours des gens comme ça qui savent tout en réunion, c'est les meilleurs. Ils sont forts, ils ont toutes les solutions, et puis dès que ça bouge un peu, on se retourne, ils ne sont plus là. On est souvent seuls. Donc les gens qui réfléchissent trop, qui analysent tout, ça me va, mais sans action, ça ne sert à rien de réfléchir si on ne met pas en pratique nos réflexions. C'est complètement inutile, c'est complètement idiot. Et puis réfléchir pour les autres, si on est uniquement capable de réfléchir, d'analyser, puis de dire aux autres, faites ça, non. Il faut le faire, il faut que nos pensées soient en adéquation avec nos actions. Donc si tu te contentes que de penser... Ma manière de participer à cette nouvelle société qu'il faut faire advenir, c'est d'aller réveiller ce truc-là dans le ventre des gens. Quand je suis sur des plateaux télé ou quand j'ai de la lumière, etc., à chaque fois, je me sens obligée de le rappeler le plus tôt possible, et même quand j'ai 3 minutes, de dire « Attendez, c'est juste un haut-parleur, c'est une manière de faire. » Il se trouve que j'ai eu de la chance de savoir un peu parler et que ça fonctionne bien, donc c'est ma manière d'être. Et puisque c'est un monde de demain entier qu'il faut qu'on repense, on a besoin de tout le monde. Donc on a besoin des artistes pour nous faire rêver, pour nous raconter des histoires. On a besoin des médias pour en parler, pour oser le faire. Donc en fait, chacun, plus que faire sa part, doit trouver sa part dans ce monde-là, qui n'a plus trop de sens, et puis travailler à fond, mettre toute son énergie, tout son temps, pour qu'on fasse quelque chose de beau, simplement. Je suis contente si par mes mots, je peux inspirer certains à agir, mais en leur rappelant bien que ce n'est pas comme une sorte d'idéal et qu'il faudrait atteindre, et que je serais comme une sorte de parfaite activiste qu'il faudrait suivre et qui aurait réussi. C'est vraiment pas ça, c'est juste ma manière de faire, c'est peut-être d'inspirer les gens à changer. Donc c'est important, et je le reconnais, mais c'est pas du tout suffisant, et puis c'est qu'une seule manière de faire. Si on serait tous à faire ce que je fais, à s'exciter sur des plateaux télé et aller en manif, le monde, il changerait pas en réalité. Vous avez une tête qui n'entre pas dans les studios. Donc, ce que je vous ai dit et ce que je vous répète... Because you weren't president screwing things up. Non, mais je sais bien que vous essayez de faire... Non, mais vous essayez de ne pas répondre aux questions. Nous sommes en guerre. Ces mots résonnent dans nos têtes depuis la pandémie. Mais faut-il voir l'écologie comme un combat? Moi, j'ai un profond respect pour la génération d'avant qui s'est battue pour ses combats à elle, en fait. C'était ses combats, par exemple, à la sortie de la guerre, fallait nourrir le monde. Ils ont trouvé l'agriculture intensive et la révolution verte. À un moment donné, ça a répondu, malheureusement, ça a répondu quand même au défi d'un temps. Et je suis peut-être là grâce à ça. Maintenant, moi, je les combats et je combats cette agriculture-là parce qu'on se rend compte de ces limites-là. Donc, c'est le combat de ma génération que je porte. Très bien. Mais donc, j'ai un profond respect pour ça, pour ces gens qui ont vécu l'expérience, qui ont un peu plus de recul. Et puis, parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont rien à faire. Enfin, on vend nos générations comme génération concernée, indignée, tout ça. Ça m'arrange bien, mais en réalité, c'est pas le cas. Il y en a plein qui s'en foutent, quoi. Les problèmes écologiques, c'est presque un luxe d'occidentaux, un luxe de riches. Nous, on est trop gâtés en Occident. On est hyper trop gâtés. Donc, le moindre problème, on demande de l'aide. On est une société, une civilisation de victimes. Victime. Toute personne qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral. En fait, si on est victime, c'est presque bien. C'est « tiens, je suis victime, excusez-moi, mais donnez-moi ». On réclame, dès qu'on est victime, on réclame. Et c'est jamais de notre faute. Les gens trouvent beaucoup d'excuses pour expliquer leur statut de victime, mais ils ne trouvent pas des raisons pour en sortir. Les raisons, ils les trouvent dans la société, dans l'aide, l'assistanat. Je cite souvent quand même cette fameuse courbe de changement et qui montre en fait toutes les étapes par lesquelles on passe quand on est face à un changement, en fait, qui est donc d'abord le choc, le déni, puis après la tristesse, enfin, on s'arrange avec la réalité, puis on est triste, on est en colère. Et après, enfin, on monte vers l'acceptation et l'action. J'ai eu ce déni aussi à un moment donné où j'y ai pas cru. J'ai eu ce truc où je m'arrangeais avec la réalité en me disant que l'avion, en vrai, ça allait, parce que ça m'arrangeait bien. J'ai eu cette colère, et je l'ai encore d'ailleurs un peu toujours. Donc en fait, j'ai aussi envie d'avoir une bienveillance en me disant que moi, j'ai eu la chance de passer par toutes ces phases, peut-être plus tôt. Dans les pays en guerre comme ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de... Si on se bouge pas, si on n'avance pas, si on se bat pas, eh ben on crève. Même en France, il y a certaines... Là, je suis toujours éducateur et je travaille avec certaines familles.
Mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. La fin du mois, elle commence le 5, le 6, le 10 pour les plus riches. Donc, ils ne vont pas savoir ce qu'ils vont manger après le 10. Donc, on peut leur dire de trier leurs trucs. Ils ont une priorité. Et l'essentiel, ce n'est pas la planète. Ils en sont conscients. Ils veulent savoir ce qu'ils vont bouffer. Ils veulent vivre correctement. Donc, la planète, on verra. Et puis, ils comptent sur nous un petit peu, quoi. Enfin, c'est nous qui avons... On avait toujours les solutions. On a toujours des scientifiques. Il y a toujours un qui va sortir une solution. Là, j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas, mais ils ne se sentent pas forcément concernés. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, donc c'est dur de leur en vouloir, de ne pas être dans ce qu'on appelle l'action aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas où eux ils en sont. Et je dis souvent, avec les privilèges vient la responsabilité. Donc je ne peux pas en vouloir à ces gens-là qui, assez jeunes même de mon âge, qui vivent dans une précarité où ils doivent se taper 3 boulots en même temps, de ne pas venir en manif le samedi parce que c'est peut-être leur seul jour où ils peuvent dormir, ou justement où ils doivent aller bosser à McDo. C'est pas à eux que j'ai envie d'en vouloir. Parmi les pistes évoquées pour améliorer la vie de montagne, celle d'une réduction du tourisme fait débat. Le tourisme, comme nous le connaissons aujourd'hui, arrive-t-il à son terme ? Vous venez ici parce que vous trouvez ça beau, vous êtes en haut de votre télésiège et vous trouvez ça merveilleux, splendide, magnifique. Et si on vous dit que vous participez à sa destruction, est-ce que c'est toujours aussi beau ? Eh bien, on a quand même intérêt à se battre pour le protéger, pour que ça existe le plus longtemps possible. Donc il y a plein d'autres manières de faire de la montagne. Peut-être étaler, que ce ne soit pas juste une sorte de saison d'un coup, on tire comme ça sur cet écosystème très très fort, très très vite, dans très peu de temps. Puis le reste du temps, on les laisse en jachère. Peut-être essayer de développer justement ce tourisme d'automne. Il y a plein de choses qui existent et il faut juste qu'on soit inventif. Ma famille vit du tourisme. Enfin, en soi, mon frère va être guide de montagne, mon père est guide de montagne, ma maman était directrice technique d'école de ski. On vit des gens qui viennent visiter nos montagnes aussi. Si je pense très court terme, j'ai intérêt à ce que les stations marchent très vite, très tôt, qu'on fasse plein de neige artificielle. Et en même temps, à long terme, en fait, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'on a des réalités physiques et biologiques qui nous disent que ce ne sera plus possible qu'on le veuille ou non. Donc soit on subit ce truc-là, et ça va faire très mal, soit on choisit avant de s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire faire des réajustements. C'est pas toujours facile, mais en attendant, c'est dans perspective d'un truc qui arrive déjà, qui va faire d'autant plus mal. Et là, on ne pourra pas choisir qui on sauve ou pas. On va devoir, ce sera chacun sa pomme. On s'y prépare et on s'adapte pour que l'atterrissage soit le plus doux possible. On freine avant le mur. Donc, c'est pas très agréable de freiner, on est bloqué un peu au fond du siège. Mais en attendant, si on le fait pas, ça va être bien pire. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et donc là, il faut qu'on commence à le faire avec la montagne. Vraiment, c'est important et c'est urgent. Chacun a sa vision de l'avenir, chacun se dit juste ou avocat de ce procès contre le changement climatique. Il est maintenant important d'anticiper l'avenir. Sous couvert de confort, on a cherché à améliorer le confort à juste titre, parce qu'il y a des gens qui ne vivaient pas très vieux, qui ne vivaient pas en très bonne santé. Donc c'est normal et c'est chouette qu'on travaille à ça. Mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu laissé endormir par ça et qu'aujourd'hui on n'ose pas trop sortir de ça et déranger et se faire bousculer. À partir du moment où il y a de l'action, on fait quelque chose, je suis optimiste. Je pense qu'on va vivre moins confortablement qu'avant. Ça va être un peu plus dur. Moi, ça me va. Dès qu'il y a trop de confort, je peux m'assoupir et puis ne pas être efficace. J'aime bien quand c'est rugueux, quoi. Donc, je sens que ça va être ça, la vie plus tard. Demain, l'avenir, c'est ce qu'on en fait. Et à chaque fois, on s'enferme dans des rapports hyper froids en disant en 2050, ce sera comme ça, en 2100. Mais en réalité, c'est juste des projections que font les scientifiques en fonction de ce qu'on fait aujourd'hui. Plus le climat se réchauffe, moins l'océan est efficace pour pomper du carbone, plus le CO2 augmente vite, plus il fait chaud, etc., etc., etc. Mais tout peut être bousculé, ça veut dire que ça dépend de nous. Ce qui se passe demain, ce fameux monde de demain, là, ça dépend de ce qu'on a fait aujourd'hui très concrètement. Donc c'est clair qu'il faut se réveiller et qu'il faut un peu oser se bousculer parce que sinon, rien ne change, quoi. L'urgence sociale, elle est extrêmement liée à l'urgence climatique et agir pour une justice climatique, c'est sauver des milliers de vies par ailleurs. Donc, c'est complètement faux de l'opposer. Même si, à court terme, pour être super honnête, je dois vous avouer que oui, il va y avoir de la casse. C'est évident, on n'a pas le choix aujourd'hui autrement. Pour combattre aujourd'hui contre les injustices ou le réchauffement climatique, il est important de mettre à profit nos expériences. C'est le cas de Pascal avec son expérience humanitaire. Le logisticien était sur le terrain, il allait voir les demandes, il allait voir la population, il allait se renseigner, savoir si les rebelles n'avaient pas prévu d'attaquer le camp de Médecins sans frontières. Mais l'humanitaire, à cette époque-là, c'était encore l'aventure, c'était bien. Et par contre, là, j'ai fait une mission en 2018, toujours logisticien avec MSF à Gaza, et on m'a dit que ça allait changer, mais c'est impressionnant, c'est devenu professionnel, c'est devenu un métier.
Mais il y a plus d'énergie, il y a plus d'hommes que j'avais connu avant. J'étais pas bénévole quand j'étais en Afrique, mais il y a plus d'âme d'aventure et puis d'aller sur le terrain. Donc c'est tous les locaux à Gaza qui vont sur le terrain et puis les expatriés, ils restent dans le bureau. J'aurais pu rester dans le bureau pendant un mois puis envoyer mes gars sur le terrain. Je n'ai pas pu m'empêcher de sortir, d'aller là où j'ai pas le droit d'y aller. J'ai voulu continuer d'aller sur le terrain, d'aller voir la demande, d'aller voir les jeunes qui étaient au front, ceux qui étaient blessés, d'écouter les demandes de la vieille ville de Gaza, et c'est interdit d'aller dans la mosquée, c'est interdit de se montrer, quoi. Donc le Hamas m'a arrêté après, ils m'ont interrogé, je suis resté pendant quelques heures, et en plus, donc, comme je m'appelle Béjanin, ils ont fait le rapprochement, Béjanin, Benyamin, ils pensaient que j'étais un commando israélien qui venait prendre des repères chez eux et puis faire des attentats. Ça pouvait être inquiétant parce que c'était quand même des islamistes, c'était quand même le Hamas, ils ne plaisantent pas, mais ça allait, je suis resté calme. Enfin calme, je suis resté serein. Pour Camille, la politique est intéressante dans le sens premier du terme. Même si le jeu politique la fascine, elle entend travailler pour la cité. J'ai fait le grand écart entre ici et Sciences Po, et c'est vrai qu'ici, je me sentais quand même un tout petit peu en décalage par rapport à ce fait que j'aspirais à des grandes études, j'aspirais à bousculer des choses, j'aspirais à tout ça. Et en même temps, en arrivant là-bas, après à Sciences Po, j'étais pas non plus totalement bien infiltrée dans ce milieu-là parce que je connaissais pas tous ces codes sociaux. Donc j'avais un peu l'impression de jamais vraiment appartenir parfaitement aux deux mondes. Donc c'était pas forcément toujours facile les premières années. Et là, j'ai un peu l'impression d'avoir trouvé, en incarnant un peu ce truc-là, je joue des codes que j'ai compris maintenant de ce monde-là pour défendre ici, en fait, là d'où je viens. Et donc, du coup, c'est un peu en moi que les deux choses se sont réalignées et c'est plutôt cool. On peut faire une vidéo de levée de fonds en disant, utiliser un peu le fait qu'on écoute la jeunesse pour dire, bon, venez, on achète des terres. On sait que ce sera protégé et que comme ça, il n'y aura aucun truc de béton qui peut se faire, tu vois. Oui. Même pas que des forêts, en fait. Des écosystèmes juste où on sait qu'on les laisse tranquilles, tu vois. Et on sait qu'il n'y aura pas de gens qui vont... Enfin, qu'on ne pourra pas construire dessus des trucs. Ça, je trouve ça trop bien. Je fais de la politique. Politique. Relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. À la base, la politique, je dis souvent, c'est la police, la gestion de la cité. Et c'est donc mettre sur la table des idées communes. On va devoir vivre ensemble, que ce soit un choix ou que ce soit une contrainte, selon ce qu'on choisit. Mais en tout cas, on va devoir vivre ensemble. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment on le fait, avec quelles valeurs, avec quelles règles. Je fais du lobbying citoyen auprès des décideurs politiques, auprès des décideurs économiques, devant des caméras, ok, mais ça, c'est 20% de mon temps. Mais il y a aussi en off beaucoup où on essaye d'influencer que des décisions se prennent dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Donc, c'est important de ne pas la délaisser. Après, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont elle s'exerce aujourd'hui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il existe plein d'autres formes d'influencer, quoi. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, je ne me vois pas aujourd'hui faire de la politique comme on l'entend dans l'opinion commune parce que il faut de l'expérience aussi et c'est un monde tellement dur. Il faut que tu sois capable de donner ton avis sur tout, tout le temps. Et les gens sont intransigeants, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement exigeants et que tu n'as pas le droit de faire un pas de côté. Donc, je ne me sens pas du tout avoir l'étoffe aujourd'hui pour le faire. Et je pense que ça demande de l'expérience de vie, quoi, aussi. Les messages que nous envoyons ou diffusons n'auront d'impact que si les jeunes l'entendent et le comprennent. Pascal connaît très bien leur fonctionnement. En fait, je suis rentré par hasard dans le social. On rentre par hasard dans le social, mais on ne reste pas par hasard. Dès qu'on y est, soit on reste, soit on se casse, mais faire semblant, on ne peut pas tricher. Donc pourquoi j'emmène des jeunes délinquants en Laponie, pourquoi en séjour de rupture? Dans la cité, ils jouent aux hommes. Et dans une cité, si tu joues pas aux hommes, si tu joues la victime, tu te fais fracasser. Donc ils n'ont pas le choix. Donc les sortir de ce milieu-là et les emmener en Laponie, ils redeviennent des jeunes de leur âge, ils redeviennent des enfants, ils reprennent le sourire, ils n'ont plus besoin de bouger les épaules, de jouer au dur. Et ça les ramène surtout à l'essentiel. Donc c'est celui qui allume le feu quand il pleut, c'est celui qui arrive à tirer sa poulka quand il fait froid, c'est ça les vraies valeurs. L'essentiel, c'est plus d'avoir des fringues de marque. Et puis après, ils repartent dans la vie, et puis c'est plus les mêmes, quoi. Ils m'ont appris en fait qu'on pouvait changer les choses, qu'on pouvait les modeler, et puis les bonifier. Donc le résultat est immédiat. Les réseaux de communication des messages sont vastes et divers. Afin d'être audible et vu, quoi d'autre que le buzz? Camille l'a très vite compris.
j'aimerais vous dire que la technologie sauvera le monde. Que ces politiques en carton nous préparent autre chose qu'un avenir en porcelaine. Que les grandes compagnies ont compris maintenant. Ça y est. Mais vous y croyez vraiment? Ça veut dire quoi, buzz sur les réseaux? Ça veut dire que c'est des vrais gens qu'on n'aurait pas touchés qui vont voir ce message. Et c'est manifestement ce qu'on veut, à un moment donné. C'est pas faire la révolution à 5, mais c'est qu'on soit plein à se réveiller et qu'on soit plein à agir. Alors bien sûr, c'est pas en regardant une fois une vidéo que les gens vont se retrouver à être dans la rue et à faire la révolution, je suis bien d'accord. Mais ça va être cette petite graine qui va participer peut-être plus tard, où on arriverait peut-être au bon moment pour certains, peut-être trop tôt pour d'autres, peut-être trop tard pour d'autres, mais où on va participer forcément à influencer un tout petit peu, à dévier un peu leur manière de voir le monde. C'est un gros mot aujourd'hui de dire on se sert des réseaux sociaux, mais c'est un pouvoir incroyable. On existe et on fait des actions qui sont motivées parce que ça va provoquer chez l'autre. On va chercher le like, donc l'approbation dans le regard de l'autre. Pendant qu'on produit, qu'on jette et qu'on recommence. Pendant qu'on like, qu'on share et qu'on stalk. Pendant qu'on swipe à droite pour draguer et qu'on swipe up quand on a assez de followers. Il y a les derniers éléphants d'Afrique. Les baleines qui s'étouffent sous le plastique. Si nous, on arrive à changer les codes de ce qui apparaît comme attirant, de ce qui apparaît comme stylé, et faire en sorte que ce ne soit plus valorisé d'avoir un gros 4x4, que ce soit plus symbole de virilité, si on décide collectivement que ça c'est plus possible, que ça c'est pas cool, ben on arrêtera de le faire, hein. Ce sera aussi simple que ça. C'est le fait de dire que être écolo ce soit non plus quelque chose de risible, non plus quelque chose de montré du doigt, non plus quelque chose de marginal, mais quelque chose de massif, et surtout que si tu ne fais pas partie de cette mouvance-là, si tu ne représentes pas ça toi aussi, c'est toi qu'on va montrer du doigt. Et là, si on arrive à faire ça, ce sera massif et le changement ira beaucoup plus vite. Et ça peut aller très 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 vite. Moi j'ai envie d'utiliser ces codes-là aussi qui sont manifestement très puissants parce qu'ils régissent le monde. Donc autant utiliser les mêmes armes pour se battre pour d'autres idées, quoi. Toute une vie au service des autres et de la création artistique. Pascal en a fait la synthèse en créant l'association Arsitu. J'ai eu l'idée, en faisant mon ours qui était prévu pour l'espace des mondes polaires, de le mettre sur un iceberg et puis de prendre une photo, puis de dire en fait à la base, c'est bientôt il ne restera plus que celui-là si on ne fait rien. On nous parle de la planète, on nous parle de réchauffement, mais ma foi, ceux qui en parlent, je ne les connais pas, j'aime bien savoir. J'aime bien savoir par moi-même, vérifier. On est allé voir, on a vérifié, on a constaté, on a observé, et on a ramené sans jugement, sans interpréter quoi que ce soit. On donne exactement à voir ce que nous on a vu. C'est tout. La sculpture pour Arsitu, c'est quand même l'art témoin du monde. Et ce n'est pas uniquement la sculpture qui était belle, c'est l'environnement. Et voilà le message. On a une œuvre d'art qui s'appelle La Planète et on est en train de la fracasser. Ce qu'on a voulu faire, ce qu'on veut faire, c'est quand même transmettre des messages à ceux qui vont diriger la planète plus tard, à l'avenir. C'est à l'avenir qu'on parle, nous. On parle aux jeunes. Je ne suis pas artiste écolo. En fait, déjà, dans un premier temps, je récupérais l'acier, c'était pour ne pas le payer, quoi. Puis j'aime bien, à chaque sculpture, c'est un défi, en fait. Dès que je vois une pièce, je la trouve belle et je vois ce que je peux en faire. Et c'est important pour moi de refaire avec une pièce rouillée, une pièce qui ne sert plus à rien, enfin, et refaire quelque chose de beau, quelque chose de vivant, quelque chose de chaleureux, quoi. Faire revivre la pièce. Donc l'acier de récupération, c'est important. L'ours, il est resté à l'Ilulissat pendant 1 an. Là où on l'a laissé derrière lui, il y avait un hôtel 3-4 étoiles, je ne sais pas. À gauche, on voyait l'entrée du port avec toute l'industrie, les raffineries. Symboliquement, tout ce que représente l'action de l'homme sur l'homme. Tout était là, la vie était là, quoi. Il a regardé défiler le glacier devant lui. Il a subi les intempéries, la nuit polaire. Il a vieilli avec. Il s'est patiné, il a rouillé à certains endroits.
Donc il a pris de la gueule, il a pris de la patine, il a vieilli, il a vécu. Le fond d'un message ou d'une action est l'ADN d'un combat militant, mais sa visibilité réside dans sa forme. Camille connaît et maîtrise les codes qui permettent d'être entendus. Moi, j'ai un message qui est Hello, le monde va mal, il faudrait peut-être qu'on se bouge, il y a des solutions, écoutons les scientifiques, soyez à la hauteur. Et ça, il faut que je le fasse passer par tous les moyens possibles, à plein de gens différents, plein de niveaux de responsabilité différents, plein de niveaux de conscience différents. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que ça marche ? Il faut réfléchir, il faut avoir une stratégie, il faut qu'on soit coordonné, il faut qu'on ait l'impact le plus grand possible. Sinon, on s'excite partout et puis ça n'a pas d'impact. Non, avoir une stratégie, c'est juste dire on a un objectif, comment est-ce qu'on l'atteint ? Évidemment, comme EDF, j'y suis allée avec des talons et un costume. Il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. Alors, vous êtes ici quand même à la REF du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. J'aurais pu jouer le rôle de l'activiste qui va et qui refuse de se faire maquiller avant les plateaux et qui refuse de... Et j'aurais pu et je respecte ceux qui le font, mais moi, c'est pas ma stratégie. Stratégie. Art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. Ma stratégie, c'est de dire peut-être que les gens vont un peu plus m'écouter si je fais l'effort de jouer un peu vos codes et de moi aussi mettre des talons qui me font mal aux pieds et un costume un peu serré. Et c'est extrêmement stratégique et ça se réfléchit bien évidemment. Il y a des théories entières qui existent. Et c'est important, sinon on n'est pas efficace, clairement. Il est important que les choses évoluent, changent ou prennent une autre direction. Mais cela est-il possible dès demain ? On mesure la croissance économique et donc la réussite d'un pays, d'une entreprise, tout ça aussi, enfin tout un pays du coup sur le PIB, une entreprise pour le chiffre d'affaires. Le PIB, si une marée noire, c'est bon pour le PIB. C'est-à-dire que ça fait de la croissance économique. Parce qu'il faut des gens pour dépolluer, parce qu'il va falloir payer tout un tas de choses. Donc les désastres écologiques sont bons pour l'économie. Donc à partir de ce moment-là où notre manière de compter ce qui est la réussite valorise des désastres, on détruit nos propres ressources, c'est très dangereux. Les Groenlandais, le réchauffement climatique, ils savent que ça ne va pas dans le bon sens, mais ça va pour l'instant, eux, c'est assez positif parce qu'ils le vivent bien, ils peuvent pêcher plus longtemps parce que la glace, elle fond plus rapidement. Ils peuvent aller chasser et pêcher moins loin. Donc ils peuvent partir le matin et puis revenir le soir. Enfin, ils ont tout sur place. Donc pour l'instant, eux, c'est bien. Agir pour demain semble possible, même si les parcours sont divers et les prises de conscience différentes. Comment être certain qu'après-demain, les résultats soient visibles ? Quand je vais voir des chefs d'entreprise en off, ils ont des intérêts purement économiques. De manière très froide, je leur dis, mais écoutez, si vous n'en avez rien à faire des koalas et des ours blancs et du futur de vos enfants, si ça vous regarde, franchement, c'est pas grave. D'un point de vue de chiffres, il y a des banques aujourd'hui qui décident d'arrêter d'investir dans des boîtes parce qu'il y a des rapports extrêmement froids qui disent, à un moment donné, en fait, ce sera plus possible, il n'y aura plus telle ressource. Donc, si vous voulez continuer à avoir de l'argent, vous avez intérêt, de manière extrêmement capitaliste et froide, à vous renseigner sur l'état du monde. On ne va pas lancer une entreprise de déforestation si je vous montre la courbe des stocks de forêt aujourd'hui. Ce serait suicidaire. Donc d'un point de vue purement économique, vous n'avez pas intérêt à le faire. On voit très bien à quel point, de toute manière, le PIB va pas longtemps pouvoir durer comme ça. Une autre notion super intéressante, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire tous les services que rendent gratuitement la nature et qui ne sont pas du tout pris en compte. Aujourd'hui, sans les abeilles et tous les autres insectes, parce qu'on parle que des abeilles, mais pour polliniser, comment est-ce qu'on va faire ? Qui est-ce que vous allez payer ? Vous vous rendez compte comment ça va vous coûter cher d'aller payer des gens qui, à la main, vont aller chercher le pollen pour les mettre dans les fleurs ? Des machines, des robots ? Ça va être extrêmement cher. Et là, pour l'instant, la nature le fait de manière 100% gratuite. Donc, en détruisant ça, derrière, vous allez devoir avoir des coûts monstrueux pour remplacer tout ça. Donc, de manière froide et pas du tout gauchiste, vous avez intérêt à vous bouger aussi. Depuis la révolution industrielle, on s'est fait plaisir. Les pays comme le Brésil, le Mexique, tous ces pays émergents, l'Afrique du Sud, ils sont en train de grimper, en train de pouvoir en profiter. Puis on leur dit stop, non, c'est trop tard. Je suis désolé, on a tout bouffé, on a fracassé la planète, donc vous ne pouvez pas profiter de ça. C'est impossible. On peut leur dire, mais ils ne vont pas nous écouter, puis je les comprendrai, je n'écouterai pas non plus. Toute action est-elle vraiment cohérente ? Chaque combat est-il neutre ? Voyage en avion, utilisation de ressources. Les acteurs du changement climatique font eux aussi face aux incohérences. Il y a beaucoup de gens qui passent un malin plaisir et un temps fou à essayer de regarder quelles sont les petites incohérences de Greta ou de Camille et montrer ça du doigt,
alors que par ailleurs, on passe tellement de temps et d'énergie pour cette cause, que je trouve ça tellement petit. C'est un mécanisme de protection pour se rassurer et dire « Ok, moi je suis pas parfait, mais regarde, même eux, ils sont pas parfaits. » Donc en vrai, j'ai largement de quoi faire pour largement des milliers de personnes qu'il faut bouger parce qu'ils sont volontairement pas du tout activistes alors qu'ils auraient les moyens de le faire, qui font reculer la cause. Vraiment, je pense que j'ai déjà assez à faire avec ces gens-là qui mettent de l'énergie pour que ça n'avance pas, voire même que ça recule, plutôt d'aller montrer du doigt des gens qui ont envie que ça avance, mais qui le font pas de la même manière que moi et qui du coup sont parfois un peu incohérents dans leurs moyens. Enfin, avant, on a des trucs à faire, quoi. Donc, lâchez-moi un peu la grappe, vraiment. Puisque l'envie est noble, ça ne me gêne pas du tout d'être allé au Groenland en avion. Il faut bien y aller, il faut bien bouger, il faut bien les constater. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire tourner l'économie. Et puis de façon intelligente, il ne faut pas tout stopper. Là, ce serait l'erreur. On arrive à la fin d'un cycle, quoi. Mais ça peut durer encore 100 ans, donc ne vous inquiétez pas, ce sera pour les autres.